Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Ouais, toi qui ferais avec les fantômes, puis as-tu écouté le débat des chefs? Non, pas du tout. T'as pas eu de message, rien de personne? Ah ben, au début j'ai fait une petite communication spirit. Là, c'est Ouija ou Non, j'ai utilisé une véritable table, tu sais, la technique des tables tournantes. Là, paranormal? Oui, et tout d'un coup on a entendu une voix. Laquelle? Une voix de l'au-delà, un invité mystère. En réaction au débat des chefs? Oui. C'est vrai? Tu disais à peu près ceci. Bon, encore une fois. Rien pour les villes. Ben, coudonc. As-tu su c'était qui? Pas du tout. Non. C'est notre Est-ce qu'il s'ennuie mystère. d'Expo 67? Je sais pas. D'après lui, il a toutes les bonnes techniques pour mettre une ville sur la map. Mais pendant que tu l'avais avec toi, là, je pense, Jean Drapeau, ça ne t'avait pas de lui parler de ce qui se passe à l'hôtel de ville? Non. S'il n'y avait pas des solutions? Non, parce que lui, ce qu'il disait, c'est qu'on a trop investi dans les jardins. Ah bon, d'accord. Écoute, c'est assez divertissant de passer une soirée avec toi. Oui, absolument. Ah, as-tu entendu aussi l'appel des secours volantes? Avant de passer aux secoupes volantes. Ah, d'accord. Parce que bon, on va y arriver à la secoupe, là, oui. après la tasse. J'ai hâte, oui. Mais hier soir, j'ai pas vu le débat des chefs, parce que j'étais allé au cinéma. Okay. J'étais allé voir un film qui s'appelle Insidious, qui est un film de fantôme, insidieux. C'est sorti il y a 2 semaines. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Lorsqu'il y a des films de ce type-là qui sortent, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, puis on me demande ce que j'en pense, tout ça. Bon, dans le cas d'Insidious, c'est un film, c'est une pure fiction. C'est un film qui a été fait par Oren Peli, le même qui avait fait Activité paranormale. C'est un film qui a été fait avec un petit budget. On parle ici d'un budget d'à peu près 1 500 000. Ça a quand même engrangé 30 millions de dollars depuis ces 2 sorties. Donc, c'est un bon investissement. C'est un film fait à petit budget, mais c'est quand même un film intéressant. On a une brochette de comédiens, d'acteurs qui sont pas des acteurs très connus, sauf Barbara Hershey. Tu te rappelles Barbara Hershey qu'on avait vu notamment dans le film The Entity dans les années 80. Qui se faisait aller avec avec une entité invisible. Oui. D'ailleurs, voilà mon lien. Comme les gens souvent me demandent, ils vont louer des films ou vont voir des films qui sont de type d'après une histoire vraie qu'on présente comme basée sur des faits réels. Oui. À un moment donné, donc à tous ces gens qui m'écrivent, à un moment donné, je vais faire ici en ondes mon top 5 là, des meilleurs films présentés ou réalisés à partir d'événements réels, et je vais parler un peu des événements qui les ont inspirés, et les gens vont voir que entre la version cinématographique et le fait réel, il y a parfois un monde entre les deux. Tout ça pour dire que finalement, Insidious, c'est un film pas mauvais, ça passera pas à l'histoire, c'est pas un aussi grand film, par exemple, que L'Orphelinat qui est sorti il y a 2 ans, par exemple, ou un film des années 80. Le film espagnol, là? Ouais, ok, magnifique. Sacramouille, ça, le film Del Toro, là, c'est magnifique. Ouais. Tu lèves de terre. Ouais. Et dans les années 80, début des années 80, un film avec George C. Scott, à mon avis, le plus grand film de Changeling. Exactement. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissement. D'ailleurs, je me sens gagner des toasters. Insidious, c'est pas mauvais, mais tout ça pour dire que de toi à moi, durant la projection, ma blonde a dormi durant le film. C'est à cause du film ou à cause de toi? On parlait des secoupes volantes au début. Alors, Insidious en DVD. En DVD, oui, c'est un film divertissant, mais ça casse pas la baraque. Il y a des films, il y a eu des meilleurs films dans le passé de films de fantômes, mais pour la production, 1,5 million d'investissement pour une récolte de 30 millions après 2 fins de semaine. Toi, tu connais tous les trucs. Oui. Moi, j'ai écrit une couple de livres dans ma vie. Oui. On devrait s'asseoir puis en sortir un coin. Absolument. Moi, je pense qu'il y a quelques petits dollars à faire ici. Oui, tu sais, tu fais rien pour épater la galerie, là. Tu fais juste utiliser la recette. Oui, et dans ce film Insidious, c'est exactement ce que l'on fait. Pas beaucoup d'effets spéciaux, mais bon, un personnage qui apparaît derrière une fenêtre alors qu'on s'y attend pas. Donc le gars qui ouvre la porte du frigo, puis quand il la referme, le méchant avec la hache est là. Voilà, donc tu as des effets un peu surprises comme ça, mais qui est prévisible, mais qui fonctionne toujours bien. Moi-même, à quelques reprises, j'ai fait le saut. Ma blonde dort. Elle l'a jamais vu. Elle n'a rien vu de ça. OK, je vais m'abstenir de commentaires sur ta blonde. Ouais. Alors, les secours volantes, les secours volantes. Non, on est bon pour les secours volantes. Donc, depuis une semaine à peu près, il y a un communiqué qui a été reproduit dans la presse britannique et qui circule dans Internet et en particulier chez les amateurs d'OVNI. Et ce petit communiqué, tu l'as devant toi. C'est un mémo qui date des années 1950. C'est assez curieux que ça ressorte aujourd'hui parce que ce n'est pas un document qui a été rendu
public récemment. C'est un vieux document du FBI qu'on pouvait se procurer déjà il y a une dizaine d'années là, à travers j'utilise l'anglicisme, la déclassification des dossiers du FBI. Ouais. Donc, on en a parlé à quelques reprises ici à l'émission. Depuis quelques années, les grandes autorités gouvernementales, les agences rendent public de plus en plus spontanément des documents qu'ils gardaient en archive sur les ovnis. Et la FBI a commencé cette déclassification, si je puis dire, de documents, je dirais depuis le début des années 80. Et ce mémo circule donc sous le manteau depuis les années 80. Et là, tout d'un coup, on le retrouve dans les journaux britanniques et les amateurs d'ovnis sautent là-dessus comme si c'était une grande révélation. Le mémo en question dit, il est daté de 1950, c'est un agent du FBI qui envoie un téléx en fait à ses autorités supérieures à Washington et le mémo dit, d'après un enquêteur de l'armée américaine, 3 soucoupes volantes auraient été récupérées au Nouveau-Mexique. Chacune d'entre elles avait des occupants, lesquels mesuraient à peu près 3 pieds de haut et portaient des combinaisons argentées. Quant aux soucoupes volantes elles-mêmes, elles faisaient à peu près 50 pieds de diamètre avec un renflement là, en leur milieu. Un renflement? Un renflement, donc une coupole, si tu veux, une partie plus grosse. Que le reste. Je comprends, hein? Là, je comprends ce que ça veut dire, renflement. Oui, donc voilà, un renflement en leur centre. Donc, et ce mémo-là, pour des gens, dit, bon, voici, c'est la preuve, c'est un mémo officiel du FBI, c'est la preuve que des soucoupes volantes ont été récupérées. Oh! Je pense qu'il faut remettre ça un peu dans son contexte, il faut remettre ça dans le contexte historique. D'abord, il n'y a aucune information qui nous est donnée sur l'informateur, donc qui fournit l'information à cet agent du FBI. Mm-hmm. Le mémo lui-même se termine en disant « On n'attend aucune information supplémentaire sur ce sujet-là », donc ça ne semble pas très sérieux. Et ensuite de ça, il faut quand même se remettre dans un contexte de l'époque. On est au début des années 50 et en 1950, les extraterrestres n'existent à peu près pas. Hein, les extraterrestres, là, on le sait, les autorités américaines commencent à s'intéresser aux ovnis dès la fin des années 40. Et à ce moment-là, comme le prouve d'ailleurs un sondage Gallup réalisé à cette époque-là, pour les Américains, les soucoupes volantes sont généralement ou bien des erreurs d'interprétation ou des engins russes. Hein, on est au début de la guerre froide. On ne craint pas les extraterrestres, on craint les Russes. Et à ce moment-là, lorsque ce mémo-là circule, les gens ne croient jamais aux extraterrestres. On pense toujours aux Russes. Il faut vraiment attendre le milieu des années 50, à peu près 1952-53, sous la plume d'un auteur, qui est le major Donald Keough, qui va écrire des ouvrages sur les ovnis. Et là, lui, il va faire une association ouverte entre les ovnis et les extraterrestres. Bien sûr, l'hypothèse avait déjà été évoquée à quelques reprises, mais ça n'avait jamais été pris au sérieux. Mais en 1892, on parlait pas de... Jamais d'extraterrestres. On parlait d'engins mystérieux dans le ciel, d'aviateurs mystérieux, mais il n'y avait pas réellement cette connotation, cette association ovni égale extraterrestre. Parce que le vocabulaire manquait? Le vocabulaire manquait et c'était aussi une notion qui n'était pas véhiculée dans la culture populaire, cette idée d'être visité par des extraterrestres. Si c'est vrai. Et si c'est vrai, bien sûr. Donc, cette notion-là n'arrive qu'au milieu des années 50. Et pour ce qui est de ce mémo, là, je pense que c'est encore une fois une sorte de rumeur. On rapporte une rumeur. Il faut se rappeler qu'au début des années 50, dans cette guerre froide, à peu près n'importe quoi était rapporté au FBI et était classé top secret. Il suffisait d'avoir un voisin qui avait une voiture rouge, puis on le signalait au FBI, et tout d'un coup, on voyait débarquer chez soi des agents du FBI, parce qu'on croyait qu'on était de connivence avec les communistes. Ouais. Donc, il faut faire attention. Ce mémo-là, bien qu'il circule depuis une semaine, beaucoup allègrement dans Internet. Celui-ci? Celui-là, celui que sous les yeux. Donc, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Bon, c'est intéressant, c'est amusant, mais de là y voir la preuve ultime que les autorités américaines ont récupéré des engins extraterrestres. Avec un renflement? Avec un renflement et des petites créatures humanoïdes. Je pense qu'il faudra attendre une preuve plus concrète. C'est un renflement que tu as là ou tu es juste content de me voir? C'est comme ça on peut l'utiliser, non? Oui, absolument. Ah, OK. Non, c'est un rouleau de 25 cents. Oui, merci. Un Yeti. On a trouvé un Yeti? On a mangé un? Non, pas encore. Hein. Un steak de Yeti? Il est assez beau. Non, en fait, il y a 2 semaines maintenant, les autorités de la région du Komerovo, en Sibérie occidentale, ont annoncé qu'il était de leur intention de mettre sur pied un institut de recherche scientifique pour enquêter et étudier
sur le Yéti. Et oui, bon, comme tu l'as dit, le Yéti, rappelons-le, est une créature hominidée, mi-homme, mi-animal, qui fait de 2 à 3 mètres de haut, qui aurait été observé un peu partout là, dans les montagnes d'Asie centrale, notamment là, dans les montagnes de l'Himalaya, où la créature, faut le dire, au Tibet, cette créature est devenue un icône national. On a même fait des timbres à l'effigie du Yéti. Et au fil des ans, bien sûr, de nombreuses équipes de chercheurs qui se définissent comme des cryptozoologues. Donc, bon, les cryptos... Moi, j'aime les mots. Les néologistes que tu utilises, vraiment, je trouve ça très divertissant. Crypto, qui vient du mot grec crypto, qui veut dire caché, hein, oui. Donc, et zoologie, étude des animaux. Donc, c'est la zoologie des animaux cachés ou non reconnus par la science. Donc, ces gens-là se sont lancés, je dirais que les premières expéditions à l'enquête du Yéti remontent aux années 50. D'ailleurs, à l'époque, le National Geographic avait lui-même financé une recherche sur le Yéti, sans le trouver, bien sûr. Jamais, hein? Non. Mais là, il doit être vieux. Et je sais pas, faudrait demander à Tintin, parce qu'on sait que Tintin l'a croisé dans Tintin au Tibet. Donc, cela dit, les autorités prendront une décision à savoir si oui ou non ils vont créer leur agence sur le Yéti au cours de l'année, et ça au lendemain là, d'une conférence qui doit être organisée dans la région. Il faut dire que dans cette région là, de la Sibérie occidentale, c'est dans cette région-là quand même qu'on observe le plus souvent une petite créature qui est un voisin, je dirais, ou un cousin plutôt du Yéti, qu'on appelle l'almastie. Hein? L'almastie est plus petit que le Yéti. Ah, je savais pas. Oui, en fait, toutes les grandes régions du monde ont à peu près leur légende d'hommes sauvages. Ici, en Amérique, par exemple, on l'appelle le Sasquatch. Au Canada, c'est le Sasquatch. Aux États-Unis, Bigfoot. En Asie, par exemple, il y a différents noms. L'almastie, l'orang-outangbek. Tous des cousins, ça. Donc, ils sont tous des cousins. Et la créature varie. Là, c'est toujours à peu près la même description. Un hominidé couvert de poils, une sorte de chaînon entre l'homme et le singe. La taille varie. Parfois, on parle d'une créature. Comme dans le cas de l'almastie, on parle d'une créature d'à peu près 1m80, 1m60, 1m80, alors que le Yéti ou le Sasquatch, le Bigfoot, par exemple, on parle ici d'une créature de 2 mètres, 2 mètres toujours 50. plus Donc, gros. En Amérique, les choses sont plus grosses. Ouais. Et il n'y a rien sur le Chupacabra, non? Non, cette semaine, on n'a rien sur le Chupacabra. OK, on s'arrête là-dessus parce que je suis vraiment en bout. Et on revient avec Christian Page. Avec Christian Page. Tu veux parler d'une guérison miraculeuse? Oui, mais avant, je voudrais... on est encore sur le Yéti. Ah bon? Hein, on n'avait pas fini du... Non, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est intéressant. C'est sûr, quand on en parle comme ça, il faut essayer de remettre les choses en perspective. Ouais. C'est sûr que le Yéti, ça semble tout le temps un peu loufoque quand on parle de ce truc-là. Et peu. les cryptozoologues, la cryptozoologie, l'étude de ces animaux. Mais pour la plupart des gens, lorsque l'on parle de ces sujets-là, comme toi par exemple, dès qu'on parle de ça, ce que tu imagines en cryptozoologie, c'est les grandes vedettes de la cryptozoologie. Le Yéti, le monstre du Loch Ness, les loups-garous, le Chupacabra. Ah oui, mais en réalité, pas oublié, lui. Mais redonnons à César ce qui est à César. Les cryptozoologues ne sont pas que des individus qui courent après ces grandes créatures. En fait, non? ça, ce sont les grandes vedettes de la cryptozoologie. Mais la cryptozoologie, c'est plus complexe que ça et c'est plus sérieux que ça. En fait, ce sont des gens parmi lesquels on retrouve d'ailleurs des zoologues professionnels. Et parmi les animaux qu'ils cherchent, par exemple, il y a des animaux qui ne sont pas reconnus par la science, mais qui ne sont pas des grandes vedettes. On ne fera pas non plus d'émissions de télé là-dessus. Par exemple, le Tatzelwurm, par exemple. Ah, j'allais le dire. Le Tatzelwurm, qu'est-ce que c'est le Tatzelwurm? C'est une sorte de petite salamandre que des gens affirment avoir observé dans les montagnes du Tyrol. Une toute petite salamandre dont la queue, au lieu d'être étirée, là, je sais que j'ouvre la porte à toutes sortes de blagues. Non. Mais qu'il y a une queue, en fait, cette salamandre aurait une sorte de queue plate, comme celle d'un castor, par exemple. Okay. Hein? Mais c'est une toute petite salamandre. On comprend qu'on c'est pas une grosse vedette, là, puis on fera pas, on brisera pas la baraque avec ça. C'est pas une aberration de la nature? Non, en fait, beaucoup de gens ont rapporté avoir vu ces créatures-là. Donc ça, c'est le genre de truc que les cryptozoologues étudient également. Ouais. Ils étudient aussi ce qu'on appelle les animaux Lazarus. Qu'est-ce qu'un animal Lazarus? Du nom de Lazare, le cousin de Jésus, revenu d'entre les morts. Donc, de ce mot-là, on désigne des animaux qui sont officiellement disparus, mais qu'on croit qu'ils pourraient encore exister. Je te donne un exemple. Par exemple,
exemple par exemple, en Australie, il y avait, jusque dans les années 30, une sorte de loup marsupial qu'on appelait le thylacine. Donc, imagine-toi une sorte de chien avec des sortes de zébrures sur le dos, mais une poche sous le ventre pour regarder ses petits, puisque c'est un marsupial. Cet animal-là était un prédateur. Et lorsque les hommes blancs, parce que d'abord, l'Australie a été une communauté pénitentiaire, ça a été la Nouvelle-Galles du Sud, et lorsque les hommes ont commencé à s'installer parmi les aborigènes, ils ont fait des élevages de moutons, et les élevages étaient littéralement là dévorés par ce thylacine. On a organisé une chasse, on payait donc des chasseurs pour abattre des thylacines, tant et si bien que le dernier thylacine est mort dans un zoo à Hobart, sur l'île de Tasmanie, en 1936. Donc, officiellement, le thylacine n'existe plus. C'est un animal qu'on a chassé jusqu'à l'extinction. Et pourtant, depuis, des gens en forêt racontent avoir vu des thylacines bien vivants. Alors, c'est un peu le travail des cryptozoologues d'essayer de retrouver des spécimens de ces animaux. Le diable de Tasmanie, est-ce qu'ils l'ont trouvé? Oui, le diable de Tasmanie est un animal tout à fait qui fait partie de la faune de la Tasmanie. Oui, qui est tout à fait réel, qui ressemble à une sorte de petit blaireau là, qui est très agressif. Il tourne pas comme dans Bugs Bunny. Non. Et je voulais te dire à propos des cryptozoologues, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est une anecdote, mais tu vas voir qu'elle a beaucoup d'importance. Dans les années 60-70, par exemple, des aborigènes dans la région du Vietnam des indigènes racontaient avoir observé une sorte d'antilope qui, curieusement, avait des sortes d'ailettes sur le nez et qui pouvait un peu se rentrer la tête sous l'eau pour prendre du poisson. Évidemment, des ailettes sur le nez, une antilope. Évidemment, quand les cryptozoologues ont commencé à parler de cet animal qu'on appelait le mystérieux antilope du Vokwang, le Vokwang étant une région, un parc forestier là au Vietnam, évidemment, les sceptiques disaient, écoutez, des ailettes sur le nez, pourquoi pas une corne dans le milieu du front ou des ailes dans le dos? Et voilà, au début des années 90, on a capturé un premier spécimen du Vokwang ox. Et effectivement, il s'agit d'une petite antilope avec des ailettes sur le nez, comme le décrivaient les aborigènes, les indigènes, et comme le disaient également les cryptozoologues. L'animal, donc, qui était un mythe, est maintenant passé dans les livres de taxidermie, il est officiellement reconnu. Il est passé de cryptide, donc d'animal non reconnu par la science, à un animal tout à fait accepté par la science. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on rend jamais justice aux cryptozoologues. Aujourd'hui, les zoologues vont dire « Ah oui, on avait toujours su ». Alors qu'il y a 20 ans, lorsque les cryptozoologues parlaient du Vokwang ox, on disait que c'était ridicule. Ce dont tu parles, Christian, là, il y a des preuves, là, ça existe. Le Vokwang ox, oui, maintenant on a 4 ou 5 spécimens qui ont été capturés et il suffit pour les gens de taper sur leur ordinateur, par exemple, Vokwang ox, OX, le Vokwang ox, et ils vont voir des images de ce petit antilope, un tout petit antilope, et cette caractéristique... Mais ox, c'est pas un renard? Non, ox, c'est fox. Un renard, c'est un fox. Ox est un antilope. Et c'est un tout petit antilope qui est pas très très gros, je dirais qu'il fait à peu près 1m30, à peu près 1m50 de haut, mais cette caractéristique très inhabituelle d'avoir des sortes de ailettes, un peu comme des évents de dauphins, mais sur les nasaux. Oui, c'est assez étonnant. C'est très laid. Étonnant. Donc, il faut pas forcément tirer à boulet rouge lorsqu'on entend le mot cryptozoologue. Ils font quand même un bon travail, assez sérieux parfois à la base, mais c'est sûr que pour le commun des mortels, cryptozoologie, cryptide égale monstre du Loch Ness, Chupacabras. Chupacabras. Et le loup-garou. On n'a pas au Québec, de ces bébites? Oui, en fait, on a eu un cryptide, un Lazarus, en fait, parce que tu sais que le dernier cougar de l'Est québécois... T'as 10 secondes. Le dernier cougar de l'Est québécois était disparu dans les années 30. Et là, maintenant, le gouvernement reconnaît qu'il existe encore des poches de spécimens bien vivants dans l'Est québécois. Donc, l'animal, pendant longtemps, était considéré comme un Lazarus par les cryptozoologues. Et maintenant, il a été réintroduit officiellement comme une espèce en voie de disparition. Bon, bonne nouvelle. Voilà. Merci, Christian Page, pour cette chronique assez étonnante. Et on se reparle la semaine prochaine. Merci à Larry, à François et à Alexandra. Et il n'y a pas l'autre qui suit après cette pause. À demain.